Hello, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour et surtout pour vous parler d'un de mes films favoris. J'ai mis quelques indices subtils dans le décor cette fois-ci. Voilà, voilà. Mais surtout, je reviens avec une meilleure qualité d'image normalement et surtout un trépied qui ne se casse pas la figure. Du coup, un grand merci à vous et notamment à Cassandra, Clem de K et Thierry pour avoir donné sur la campagne Kofi et ça m'a permis d'acheter du meilleur matériel. Merci beaucoup à vous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Surtout qu'elle est extrêmement en retard, elle devait sortir à Noël. Et en fait, je me suis dit, sur l'affiche du film dont on va parler aujourd'hui, il y a la tagline qui indique qu'il aura fallu 65 millions d'années pour le réaliser. Et ben, je me suis dit, on va faire la même. Donc on va prendre 15 ans pour faire cette vidéo. En vrai, on n'est pas si loin parce que je pense à tout ça depuis que je fais mes études de philo et de cinéma. Donc c'était bien il y a presque 15 ans. Voilà. Bon, sur ce, on va commencer la vidéo. Je ne vais pas vous parler que d'un film aujourd'hui, mais de 3. Donc la vidéo est forcément un poil plus longue que d'habitude. Donc on s'accroche. Bienvenue dans Le Bon Plan, où on va vraiment prendre le temps de parler d'un tout petit bout de cinéma. From outer space are the first people who saw the thing. Bon, c'est bien évidemment de Jurassic Park dont je vais vous parler aujourd'hui, un chef-d'œuvre sorti en 1993, réalisé par l'immense Steven Spielberg et qui vient conclure ce que j'appelle sa trilogie des monstres, avec en premier volet Duel, sorti en 1971, dont on avait déjà parlé dans Le Bon Plan, et Les Dents de la Mer, sorti 4 ans plus tard en 1975. Si vous n'avez pas vu ces 3 films, je vous conseille vivement d'aller les voir avant de regarder ma vidéo, parce que ça va spoiler sévère. Je vais mettre en description les liens pour aller les voir légalement, parce que sinon ce n'est pas bien. Je vous ai à l'œil, même si Duel est disponible gratuitement sur YouTube, donc vous avez vraiment aucune excuse pour ne pas avoir vu ce chef-d'œuvre du cinéma. Bon, c'est bon, vous avez tout vu. J'ai même pas laissé 2 secondes, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Duel vient d'une nouvelle prépubliée dans Playboy, une nouvelle écrite par Richard Matheson, l'auteur du roman d'anticipation I Am Legend. Si vous n'avez pas vu le film avec Will Smith, l'histoire est très simple, il reste plus qu'un type sur Terre après une épidémie d'espèces de zombies, et il essaye de survivre tout seul. Mais bon, on n'est pas là pour parler de I Am Legend, on est là pour parler de Duel, qu'il avait tenté en vain de pitcher pour un scénario d'épisode de télévision, puisque Matheson était un habitué de la Twilight Zone, dont il a écrit 16 épisodes. Donc c'était quelqu'un qui aimait écrire en images, avec un concept fort au cœur du roman. Je trouve que I Am Legend est un très bon exemple de ça, c'est vraiment une histoire à concept. Et dans Duel, le concept est extrêmement simple, c'est un duel, well of course, haletant entre une voiture et un camion en plein désert américain. On dirait pas comme ça, mais c'est incroyable. La légende veut que c'est la secrétaire de Spielberg qui aurait lu la nouvelle dans Playboy et lui aurait dit il faut impérativement que tu réalises ça. Ils vont en faire un Movie of the Week, un film de la semaine sur ABC, qui était un rendez-vous hebdomadaire, comme son nom l'indique, sur la chaîne ABC qui finira par appartenir au groupe Disney. La raison pour laquelle le film de la semaine sur ABC était si important, c'est parce qu'on parle d'une époque où, pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre le petit et le grand écran, les droits de diffusion des films cinéma à la télé étaient exorbitant. Du coup, ça coûtait moins cher aux chaînes de produire leurs propres téléfilms et d'en faire des véritables rendez-vous cinématographiques. C'est comme si aujourd'hui, pour diffuser un James Bond par exemple, Netflix devait débourser 600 millions de dollars. Ça leur coûterait beaucoup moins cher de faire un film d'action pour, je sais pas, 70 millions de dollars par exemple, qui est presque un dixième du prix demandé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un premier film pour un jeune réalisateur, Spielberg n'a que 25 ans quand il réalise Duel. Je suis un petit peu jalousie là en cet instant précis. C'est l'occasion de tout y mettre en fait, de mettre toutes ses envies, toutes ses passions, tout ce qu'on a à dire dans le cinéma. C'est vraiment... Moi j'adore regarder les premiers films de grands réalisateurs ou grandes réalisatrices qui ont eu une très grande carrière après, parce qu'on voit déjà tout plein de graines qui vont germer, et surtout l'émergence d'un point de vue. Et qu'est-ce qu'un point de vue à part le choix de ce que l'on montre et surtout de ce que l'on ne montre pas ?
ce qui est une problématique qui va obséder Spielberg sur toute sa filmographie et qui est déjà extrêmement présente dans sa tête puisque c'est un cinéphile absolu qui a grandi en se nourrissant des classiques du cinéma, notamment John Wayne, mais surtout d'Orson Welles qu'il admire. D'ailleurs, il choisira Dennis Weaver, qui a joué dans La Soif du Mal du même Orson Welles, pour interpréter le conducteur de la voiture persécuté par le camion, qui est en vrai est un peu le seul acteur qu'on voit pendant tout le film. Et le nom du personnage est presque aussi subtil que le décor qu'il y a derrière moi, puisqu'il s'appelle David Mann, David l'homme. Bon, le David est là pour faire référence au combat biblique de David contre Goliath, un combat déséquilibré mais où l'homme finit par l'emporter contre le géant. Et du coup, ça spoil un petit peu l'issue de ce combat-là. Et de l'autre côté, d'appuyer sur la condition d'homme, d'être humain, qui face à lui, enfin plutôt derrière lui, a une machine. Duel, c'est le duel, bien évidemment, entre l'homme et la machine. Et c'est l'homme qui gagne. David Mann utilise sa voiture rouge pour attirer l'immense taureau de ferraille qui est le camion. Il saute au dernier moment et on voit le camion plonger depuis une falaise. La scène a été tournée avec 7 caméras puisque ils n'avaient qu'un seul camion à faire dégringoler de la falaise et dans ce genre de situation, il vaut mieux avoir plein de caméras pour s'assurer qu'on couvre tous les angles possibles et inimaginables. Je vous rappelle le bon plan que j'ai fait sur The Dark Knight où il y a le plan du camion et pareil, ils avaient mis des plans un peu partout. Mais à l'inverse de Nolan, Spielberg ne choisira qu'une seule prise de vue, un long plan séquence, puisque l'un des opérateurs a réussi à rester sur le camion du début jusqu'à la fin. Et ce plan est incroyable. Mais il y a surtout 2 choses à noter dans cette fin. La première, c'est que pendant tout le film, on voit qu'il y a la mention que le camion transporte un contenu hautement inflammable. Et pourtant, il n'explose pas à la fin comme dans la nouvelle d'origine. Spielberg s'est battu avec la chaîne qui voulait impérativement qu'il y ait une explosion à la fin, en leur disant écoutez, si vous voulez retourner le plan, vous pouvez le faire, mais vous prenez un autre réalisateur parce que ce camion doit avoir une agonie lente. Finalement, le camion était peut-être pas si machine que ça, et peut-être qu'il était un peu plus vivant. D'ailleurs, il y a plein de petits plans qu'on voit à la fin, où on voit des gouttes d'huile tomber comme si c'était du sang. Mais surtout, lorsque le camion plonge vers sa mort, Spielberg décide, et il faut tendre un petit peu l'oreille, d'y apposer un cri de créature qui lui fait penser à un dinosaure. Tiens. Vous voyez le lien là qui commence à émerger doucement ? C'est un cri qu'il récupère d'un film de 1954, The Creature from the Black Lagoon, et qui finit de rendre ce camion vivant. Et voilà, vous avez tous les éléments pour un final Spielbergien, donc on essaye de se souvenir de tous ces éléments, et puis on le réapplique 2 fois. Est-ce que vous êtes prêts à passer aux Dents de la Mer ? Jaws, les mâchoires, est aussi une adaptation de roman. Dis donc, dont le scénariste, comme pour Duel, n'est autre que l'écrivain du bouquin. Cette fois-ci, il s'appelle Peter Benchley. Est-ce que vous voyez venir la question du rapport entre le créateur et sa création, et puis surtout comment la création finit par lui échapper des mains? Parce que c'est un thème qui se retrouve un petit peu sur les 3, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que Spielberg vient modifier le récit d'origine pour l'adaptation. Parce que si dans Duel, il ne modifiait que la fin, dans Jaws, il s'éloigne encore un petit peu plus du bouquin, sorti 1 an plus tôt. Surtout dans la caractérisation des personnages. Là où le livre présentait un homme brisé par l'alcool, presque violent, le film de Spielberg en fait un père de famille, un peu perdu, pas si éloigné du personnage de Duel, et qui deviendra l'archétype du héros spielbergien. Jaws, c'est donc un duel entre l'homme et la nature, puisque ça parle de 3 hommes qui partent pêcher un grand requin blanc, qui est décrit comme venant du Jurassique. Mais je vais arrêter de vous faire des petits clins d'œil évidents à chaque fois qu'il y a un lien entre les films. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Mais de temps en temps, on compare ce requin à une machine. C'est donc une nature pas si naturelle que ça, finalement. What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. It's really a miracle of evolution. All this machine does is swim and eat and make little sharks, and that's all. Et d'ailleurs, le rapport à la nature dans Jaws, il est extrêmement conflictuel. Le personnage principal de Brody, qui vit sur une île, indique qu'il déteste l'eau. Du coup, tout devient un danger permanent et c'est l'un des films de cette trilogie qui cultive le plus le suspense.
Alors forcément, pour tout cinéphile qui se respecte, quand on vous parle de suspense, vous pensez à Alfred Hitchcock. Eh bien, Spielberg décide de lui emprunter son fameux Dolly Zoom, qui est un travelling compensé, l'association d'un travelling arrière avec un zoom avant, ou l'inverse, qui permet de changer entièrement les perspectives en un seul plan. La légende veut que Spielberg deviendra persona non grata sur le tournage du dernier film de Hitchcock, où il a un peu invité tout Hollywood, sauf Spielberg, parce qu'il a pensé que c'était un énorme affront de lui avoir piqué cette idée, là où en vrai c'était un véritable hommage, et puis surtout un hommage qui dit beaucoup. La course-poursuite au cœur du film s'est aussi complexifiée par rapport à Duel. Cette fois-ci, ce n'est pas le monstre qui pourchasse l'homme, mais l'inverse. Et le moment où le requin n'est plus en train d'être chassé par ces trois hommes, mais clairement de les prendre en chasse, est extrêmement subtil, et c'est un tournant du film dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais c'est surtout l'un des derniers plans qui nous intéresse. Le requin a gobé une bouteille d'oxygène dont on nous a déjà dit qu'elle était inflammable, comme le camion. You screw around with these tanks and they're gonna blow up. Yes, real fine, expensive gear you brought out here, Mr. Hooper. But I don't know what that bastard shark's gonna do with it. Might eat it, I suppose. Et le personnage principal tente de tirer dessus pour la faire exploser. Et il finit par y arriver juste après un merveilleux jeu de mots entre fils de pute et fils de la plage. Smile, you son of a... Et là, sous l'eau, on a presque exactement le même plan que Duel. On suit la carcasse du requin dans des panaches de sang à la place des panaches de fumée. Et à un moment donné, l'aileron qui réapparaît exactement comme le corps du camion dans Duel, avec le même cri de dinosaure. Mais quelle coïncidence, vous me direz? Alors pourquoi c'est intéressant et pas juste de l'autocitation? Parce que dans les différences extrêmement subtiles entre ces deux plans, il y a un monde de différence qui nous montre à quel point Spielberg a évolué en seulement 4 ans. Et plus qu'une vision du monde, moi je veux parler de point de vue. Dans Duel, le camion doit avoir une mort lente. Il doit souffrir. Donc, pas d'explosion. C'est une machine implacable qui ne s'arrête jamais. C'est l'homme contre le mystérieux, contre l'inconnu. Jaws, c'est l'homme contre la nature. Une nature mécanique, mais qui n'est pas responsable. Le requin n'a aucune volonté. La catharsis de l'explosion, elle est là pour nous, les spectateurs, mais aussi pour permettre au requin d'avoir un final en feu d'artifice qui n'est pas présente dans le livre d'origine, où le requin finit par succomber à ses blessures. Et de fait, en changeant la fin par rapport au bouquin, comme il avait déjà fait pour Duel, cette fois-ci, la souffrance du requin n'est pas du tout mise en avant. C'est une fin soudaine et sans appel. On pourrait presque être triste de la mort du requin s'il n'avait pas mangé un enfant et un chien au début du film. Mais non, le véritable monstre dans les dents de la mer, ce n'est pas le requin, c'est le maire qui insiste pour garder les plages ouvertes tout en sachant le risque pour ses concitoyens. Dans le premier cas, dans Duel, l'homme subit. Dans le second, il va chercher la grosse bête. Et si vous ne me croyez pas que le point de vue de Spielberg commence doucement à changer sur la responsabilité de l'homme dans les monstres qui le poursuit, je vous invite à revoir la scène incroyable au centre du film où les hommes comparent leurs blessures. Déjà, c'est une masterclass cinématographique sur l'intérêt du dialogue. Tarantino n'a qu'à se rhabiller. Le ton est très taquin et puis soudain, ça vire au drame avec une histoire glaçante. Une histoire sur des naufragés américains qui ont accompagné le largage de la bombe atomique et qui se retrouvent abandonnés dans un océan infesté de requins. Et d'ailleurs, il y a une morale assez intéressante à tenir sur la causalité dans tout ça. Des hommes viennent de participer à un crime de guerre en larguant l'une des bombes les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité et se retrouvent dans un espèce de purgatoire rempli de requins. So 1,100 men went in the war. 316 men come out. The Sharks took the rest. June the 29th, 1945. Anyway, we delivered the bomb. C'est d'ailleurs le moment dont je vous parlais tout à l'heure, où les hommes ne chassent plus le requin, mais où le requin chasse les hommes. Cinématographiquement parlant, le changement de ton est incroyable, et c'est l'un des moments du film où la tension est à son comble. Sans requin, sans rien, un pur moment de cinéma, l'art de raconter des histoires.
Mais l'art de raconter des histoires, ça s'appelle un point de vue. Et d'ailleurs, Jaws est l'un des seuls films qui réussit à allier le point de vue visuel, littéral, c'est-à-dire être à la place de quelque chose, et le point de vue moral, philosophique du réalisateur. Parce que si ce qui fait peur, c'est ce que l'on ne voit pas, alors Spielberg nous le montre très bien, ou enfin ne nous le montre pas, parce qu'on ne voit ni le conducteur du camion dans Duel, ni le requin, qui est très intelligemment remplacé par une vue subjective qui suggère le monstre à chaque tournant. Avec un petit ajout cette fois-ci, 2 notes de piano qui accompagnent le monstre. Tadam, tadam, pour moi, ce n'est pas tant que Spielberg cherche à faire peur, il cherche à comprendre la peur, ou plutôt comprendre la peur au cinéma. La peur suscitée par le camion, la peur suscitée par le requin, cette peur, c'est la peur de l'inconnu, du gouffre, du vide. C'est le vertige que suggère le travelling compensé inventé par Hitchcock pour, très bien nommé, Vertigo. C'est cette impression d'être au pied d'un gouffre. Elle n'est pas rationnelle et elle ne finit jamais. Pour moi, aucun autre réalisateur ou réalisatrice n'aura réussi à avoir un point de vue aussi novateur sur la peur au cinéma que Spielberg à l'époque où il réalise Duel et Les Dents de la Mer. Imaginez-vous, c'est 6 ans avant Shining, qui est considéré comme l'un des films les plus intéressants sur la peur au cinéma, mais 6 ans après. Désolé Kubrick, désolé Stanley. Ce qui nous amène presque 20 ans plus tard pour Jurassic Park, qui pour moi est sans doute le meilleur film sur le cinéma. Allez, hold on to your butts. Hold on to your butts. Allez, on va voir si vous avez suivi. Pour le bon plan d'aujourd'hui, il va vous falloir un écrivain à concept, qui sera également le scénariste du film. Ici, on va prendre Michael Crichton, à qui l'on doit également Westworld. Cette fois-ci, au lieu d'emprunter à un réalisateur, on va carrément emprunter un réalisateur avec Richard Attenborough qui joue le rôle de John Hammond. Mais pas de panique, si vous voulez quand même un petit peu de référence, il y a une scène qui se passe en cuisine qui ressemble beaucoup à une scène dans Shining. On repart sur l'idée d'un duel entre l'homme et la nature. Non, c'est trop simple et puis on l'a déjà fait. Cette fois-ci, ce sera l'homme contre l'homme, puisque la nature dans Jurassic Park a été synthétisée par l'homme. L'inconnu et l'incontrôlable, le chaos, en somme, vient très clairement de l'homme dans ce film. Les seuls monstres dans Jurassic Park sont très clairement des hommes, et c'est là toute la force de ce film. Et si ce n'était pas assez clair, tous les dinosaures qui n'ont rien demandé à personne et dont une ligne de dialogue nous indique que ce n'est pas de leur faute s'ils chassent, ont toutes été fabriquées pour être des femelles. Shh, don't let the monsters come over here. They're not monsters, Lex. They're just animals, and these are herbivores. That means they only eat vegetables, but for you, I think they make an exception. Well, I hate the other kind. Kind just do what they do. Clairement, la femme est présentée comme la seule alternative qui ne détruit pas. God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs. Dinosaurs eat man. Woman inherits the earth. Queen, you drop this. Bah oui, la solution c'était de nouer les 2 embouts femelles de la ceinture. De toute façon, la solution de Jurassic Park, c'est clairement de dire que la femme est l'avenir de l'homme. On aime beaucoup cette morale. Et quand on nous explique que le parc est entièrement sous contrôle, puisque 2 femelles ne peuvent pas se reproduire, s'ils savaient, mon Dieu que ce film était en avance sur son temps. Le personnage qui nous est présenté comme étant le plus cool de Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum, nous indique que vous avez beau dire tout ce que vous voulez sur la nature et la biologie. I'm simply saying that life finds a way. Bon, je m'éloigne un petit peu de mon sujet de dualité, mais heureusement le film est extrêmement clair là-dessus, et si jamais vous ne pensiez pas que Jurassic Park est un duel permanent, il suffit de regarder tous les plans en fait. Jusque dans les costumes et les positions, il y a toujours une séparation entre les êtres humains de ce film. Un duel jusque dans les scènes, puisque l'arrivée et le départ de l'île sont 2 séquences miroirs. Bon, en vrai, c'est un rapport avec le thème du film qui est la théorie du chaos, dont je vous ferai une autre vidéo dessus, parce que ça ne tiendra pas là-dedans, et c'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais c'est passionnant à quel point la thématique du film déborde sur la façon même de faire le film. Est-ce que ce serait pas ça un point de vue ?
Le duel était d'ailleurs jusque dans la production de ce film, puisqu'un bras de fer a opposé Universal Studios à Spielberg, qui a contraint ce dernier à réaliser Jurassic Park pour qu'il puisse enfin faire le projet de ses rêves, la liste de Schindler. Il était donc en train de travailler sur le montage d'un film de dinosaures en tournant l'un des films les plus poignants sur la Shoah. Mais en y réfléchissant bien, Duel et Jaws ont également été des contraintes pour le jeune réalisateur en termes de budget, en termes de production, de temps de tournage, etc. etc. Et c'est extrêmement intéressant puisque c'est dans la contrainte que naît la liberté de l'art. C'est quand on se retrouve face à des problématiques, notamment le fait que le requin mécanique ne fonctionnait pas sous l'eau, c'est un petit peu bateau. Oh, jeu de mots bateau, c'est pas mal. C'était pas écrit celui-là. You're gonna need a bigger boat. Bref, on s'en fiche, c'est parce que le requin ne fonctionnait pas sous l'eau que Spielberg s'est dit, boum, on fait la vue subjective. Tout cela permet de voir au mieux le point de vue de la personne derrière le film. Obligé en quelque sorte de devoir faire un film sur des dinosaures, Spielberg en profite pour parler de la mort d'un cinéma, celui de Duel et de Jaws, puisque les effets spéciaux sont en train de détruire la chose la plus importante, le cœur des films. Alors là, vous allez vous dire que je vais peut-être un petit peu trop loin, mais en vrai, tout ce que je viens de dire est dans Jurassic Park. Spielberg est extrêmement malin parce qu'il le fait dire par quelqu'un qui non seulement a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur 10 ans auparavant pour Gandhi, mais surtout l'a gagné face au E.T. de Spielberg. Comme si Richard Attenborough, à lui seul, symbolisait un cinéma authentique et sans artifice, plus digne, en quelque sorte, de recevoir la récompense ultime que le cinéma de Spielberg. C'est pas mon avis, forcément, mais c'est très intéressant qu'il ait choisi Attenborough de tous les acteurs du monde pour interpréter son alter ego. Et ça l'aide d'autant plus dans ce qu'il lui fait dire dans une scène au cœur du film, qui n'est pas présente dans le livre d'origine, et qui pour moi est la scène la plus importante de tout Jurassic Park. Cette scène commence en nous montrant le merchandising du film, tous les produits dérivés qu'il est possible d'acheter à la sortie du cinéma directement. Bon, il y a quelque chose de monstrueux dans le capitalisme appliqué à l'art, mais c'est pas ce qui m'intéresse ici, on en reparlera pour la vidéo sur la théorie du chaos. Bon, rappelez-vous, on est en train de regarder un réalisateur. Et si, au lieu de parler d'un cirque de puces, tout ça était une métaphore pour parler du cinéma? You know the first attraction I ever built when I came down from Scotland? It's a flea circus, Petticoat Lane. Really quite wonderful. We had a wee trapeze and carousel. And a seesaw. They all move, motorized of course, but people would say they could see the fleas. Oh, I can see the fleas, Mummy, can't you see the fleas? Clown fleas and high wire fleas and fleas on parade. But with this place, I wanted to show them something that wasn't an illusion. Mais voyons, John, une illusion, c'est le cinéma. Sans illusion, vous n'avez pas de cinéma. D'ailleurs, Spielberg, à la base, voulait réaliser Jurassic Park en stop motion, c'est-à-dire en animation image par image, comme tous les plus grands effets spéciaux réalisés depuis le début du cinéma. Qu'est-ce que le stop motion à part une illusion? Et quand ils ont vu les images de synthèse, ils ont été obligés de se rendre à l'évidence que c'était ça le futur et que c'était ça qu'il fallait utiliser dans Jurassic Park. Phil Tippett, qui était en charge de superviser les animations stop motion, en regardant tout ça, a dit une phrase qui a fini dans le film. We're out of a job. Don't you mean extinct? Et en vrai, quand on continue le dialogue de Hammond dans cette scène centrale, on pourrait presque croire qu'il parle du cinéma 3D. I wanted to show them something that wasn't an illusion. Something that was real. Something that they could see and touch. Mais du coup, un cinéma sans illusion qu'on peut presque toucher, on perd quelque chose de central. Qu'est-ce que ça peut bien être? But you can't think through this one, John. You have to feel it. You have to feel it. L'émotion. C'est ce qu'on perd quand on peut tout voir et tout toucher.
D'ailleurs, les ennuis de Jurassic Park ne commencent qu'à partir du moment où les spectateurs, qui est clairement la position que Spielberg donne à ses personnages jusqu'à les faire s'asseoir dans une salle de cinéma à 2 reprises, donc tout va bien jusqu'à ce qu'ils s'ennuient de ne pas voir les monstres qu'on leur a promis. Now eventually you do plan to have dinosaurs on your dinosaur tour, right? Hello? Hello? Yes? I really hate that man. Quand on passe d'un cinéma de suggestion, clairement représenté par Duel et Jaws dans la filmographie de Spielberg, à un cinéma de monstres, comme l'espérait Universal en obligeant Spielberg à réaliser ce film. Ça n'a pas vraiment marché parce que Jurassic Park n'est pas un film de monstres classique. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de happy end? Mr. Hammond, after careful consideration, I've decided not to endorse your park. So have I. Alors oui, la plupart des personnages principaux ont survécu, mais l'histoire de base, c'était quand même d'approuver la construction d'un super parc d'attractions, et ça se finit par une fuite et des gens traumatisés. L'être humain ne gagne clairement pas la bataille, malgré la petite musique au piano toute douce de fin, qui s'appelle Welcome to Jurassic Park. C'est la seule musique du film qui dit bienvenue à Jurassic Park, comme si le vrai Jurassic Park, le vrai chaos, était après le film, après le générique. Comme si en vrai le chaos ce n'était pas ce que l'on voit dans le film, c'était tout simplement l'homme, celui-là même qui est capable des horreurs que Spielberg est en train de tourner au même moment qu'il monte ses séquences. Oh, that was ripping. Le bon plan qui m'intéresse dans Jurassic Park n'est pas si impressionnant que ça. Voilà, on a fait tout ça pour ça. Non, il est impressionnant par écho avec les 2 précédents de Duel et de Jaws. C'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça. Il y a bien ce même mouvement de chute, cette fois-ci pas de la caméra, mais d'une banderole, celle qui est derrière moi, là, quand les dinosaures régnaient sur la Terre. On a bien le cri de dinosaure, cette fois-ci poussé par un dinosaure à l'écran, la T-Rex, qui est la dinosaure principale du film. Et puis, ça indique la fin du monstre. Pas d'explosion, pas d'agonie, mais par la fuite du véritable monstre de toute cette affaire qui est l'être humain. En fait, Spielberg a beaucoup tourné autour du pot, mais je trouve qu'il n'aurait pas pu mieux conclure ce triptyque qu'avec cette fin-là, où le spectateur est devenu le monstre. Au final, pour le réalisateur, ce qui fait le plus peur au cinéma, ce n'est pas de ne pas voir, mais de toujours vouloir en voir plus. Comme une image vaut 1000 mots, je vous propose l'équivalent de 1 260 000 mots, parce que j'ai mis les 3 séquences à la suite. Je reviendrai dans un prochain épisode du Bon Plan, mais je ne sais pas quand, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais en attendant, pour patienter, si vous aimez bien m'entendre parler pendant des heures, eh bien, on va lancer avec Lise, qui s'occupe de la direction artistique de cette chaîne, un podcast qui va s'appeler Disney-, où on va vous parler des films extrêmement chelous qu'il y a sur la plateforme Disney+, et puis potentiellement sur d'autres plateformes. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, vous pouvez me soutenir sur Ko-fi, je mettrai le lien dans la description, ça permet de s'acheter du meilleur matériel de qualité, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous propose également des cours en ligne de cinéma pour vous aider à produire vos propres films. Je mettrai pareil le lien en description sur Superprof. Le premier cours est gratuit, donc même si vous avez juste envie de me parler pendant 45 minutes, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire sur la plateforme. Sur ce, je vous souhaite une excellente projection et je vous dis au prochain Bon Plan.
quel plan? Écoutez, moi ce que je vous propose c'est d'en regarder d'autres, du coup ça se passe par ici. Si vous voulez voir les suivants qui sortiront, va falloir s'abonner, c'est par là. Dans la même direction, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis en biais, je crois c'est les likes, vous pouvez en laisser un, écoutez, ça coûte rien.